Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International pour suivre tout de suite le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Florian Day. pour le courrier de ce samedi. Un courrier qui, avant le rappel des concours, va annoncer les gagnants, non pas des Eutpack, mais les gagnants des concours précédents, n'est-ce pas? Effectivement, donc vous allez avoir, ce ne sont pas exactement des œufs de Pâques, mais des petits cadeaux. Oui. Donc pour le mois de décembre de l'année dernière déjà, on vous avait demandé où est-ce que Lai Ching-de a fait escale sur son chemin d'aller et de retour pendant sa première visite d'État à des pays alliés. Et la réponse était différente entre l'aller et le retour. Effectivement, puisqu'il avait fait 2 escales, donc une à l'aller et une au retour. Et Une ces à l'île escales de Guam. étaient à Hawaï et à Guam. Exactement. Alors vous avez été très nombreux à participer à ce concours du mois de décembre 2024. Et il y avait quoi comme cadeau à remporter? Il y avait 4 cadeaux, donc pour 4 gagnants, et c'était des porte-monnaies de couleur marron. Alors, qui sont les heureux gagnants du dernier mensuel 2024? Eh bien, en premier, nous avons Monsieur Bezazel Ferrat. Félicitations. Nous avons aussi Daphné Aranz Nous avons également André Bio. et Paul Jamet. Donc, félicitations à ces 4 gagnants du concours du mois de décembre 2024 pour un petit porte-monnaie, c'est ça, hein? Exactement, oui. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, Oui. on va aussi faire le tirage au sort du concours trimestriel du dernier trimestre de 2024. Voilà. Donc, les mois de octobre, novembre et décembre dernier. Mhm. Et la question portait sur une exposition, puisqu'un musée taïwanais a célébré son centenaire, marqué par une exposition en coopération avec la France. Et donc, on vous demandait quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est une grande thématique. Ce musée, enfin, cette exposition, elle a été, j'allais dire, itinérante. Elle a eu une partie exposée à la branche nord de ce musée et une autre partie à la branche sud. Voilà, avec quelques pièces en plus pour la branche Oui. sud, Voilà, mais elle a un été peu pendant différente. plusieurs mois. Je pense qu'elle est encore pour plus très longtemps dans la branche sud d'ailleurs, mais Oui. elle est encore visible. Et Mhm. donc son nom c'est La beauté parle d'elle-même. Voilà, Et le titre de l'exposition. le musée qui a donc une branche nord et une branche sud, c'est le musée Musée national du Palais. qui fêtait ses 100 ans. Exactement. Voilà, donc ça c'était pour les réponses que nous attendions pour ce concours trimestriel avec 3 gagnants à remporter une petite bouteille d'alcool. Je vous promets, je ne l'ai pas goûté avant. Elles sont toujours bien fermées. C'est bien sûr une décoration en magnette et ce sont des alcools typiques de Taïwan. Voilà, et donc il y en aura 3 Oui. qui seront pour Daniel Villon. Bien, félicitations. Nous avons aussi comme gagnant Farid Boumechal. Et puis Mustapha Bari. Voilà, bravo aux 3 gagnants du trimestre numéro 4 de l'année 2024, donc le dernier trimestre en fait, pour ces concours. Et donc on vous souhaite joyeuse Pâques avec ces envois prochains. Voilà, oui, ils vont peut-être pas arriver tout de suite, mais c'est promis, ils vont arriver assez prochainement. On va tout donner à notre petite Maëva qui est l'étudiante en français de l'université Fujian qui s'occupe du traitement des courriers pour le service français. Voilà, et on lui donnera aussi plus de travail, ou vous lui en donnerez plus, si vous répondez il le aussi faut. aux questions des concours en cours en ce moment. Donc le concours mensuel d'avril et le concours trimestriel avril-mai-juin. Voilà, alors pour le concours mensuel, donc pour le mois d'avril, il nous reste encore une bonne semaine, un petit peu plus, presque une dizaine de jours pour répondre à la question de savoir... Ah, c'est lié aux fameuses influenceuses. Tu sais. Certaines influenceuses chinoises ont été récemment expulsées de Taïwan. Donc la question est de savoir pourquoi. On a déjà eu pas mal de réponses. Il suffit d'aller sur notre site internet pour des décryptages, pour des J'avais fait articles un décryptage à ce d'actualité. sujet, Lisa Dufaux aussi. Donc Voilà. vous Donc, il y a pouvez pas mal de avoir petites choses. entendu déjà ces actualités-là. Oui, pour gagner un
petit porte-clés ou porte-monnaie de RTI. Et c'est un porte-clés porte-monnaie ensemble en fait. Voilà, c'est à l'effigie de RTI. Il y aura 3 gagnants pour ce cadeau du mois d'avril. Et pour le concours mensuel, eh bien, on vous demandait quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France. Voilà. Alors, ce semestre, c'est même ce trimestre. Allez, on va être encore plus précis. C'est dans le courant du mois de mai. Voilà, donc ça ne devrait pas être trop difficile à trouver, mais ça demande aussi un petit peu de recherche. J'ai donné un indice de maître. C'est tout à fait. Oh, bah tiens, j'en ai donné un autre. Voilà. Donc, à vous de nous dire un peu cet événement, le lien avec la France. C'est le concours trimestriel pour gagner quoi? Pour gagner 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Donc, ça sera un par personne. Oui, et c'est vrai que je les ai vus, ils sont assez magnifiques, assez beaux, je trouve. Voilà, donc, assez fins n'hésitez pas à participer. Nous, on ne peut pas le faire, même si parfois on aimerait bien remporter des cadeaux. Oui. Mais voilà. Il y a un cadeau que j'aurais bien aimé remporter aussi. Alors, ça n'était pas pour les concours de la radio, mais il aurait fallu aller à Osaka. Parce qu'Osaka, tu sais, bien sûr, c'est l'expo universelle qui vient d'ouvrir ses portes, là, le 13 avril, je crois, officiellement d'ailleurs. Donc, le week-end dernier, en grande pompe. Et Taïwan, qui ne peut pas avoir un pavillon, Taïwan, on sait pourquoi, a un pavillon qui s'appelle Tech World. Et c'est sous le nom d'une société taïwanaise qui a une branche au Japon pour pouvoir participer. Mais Taïwan a mis le paquet pour la technologie, d'où le nom de ce pavillon. Et surtout, il y a des associations de la société civile taïwanaise qui se sont organisées grâce à des amicales japonaises pour organiser 2 jours de festival de Taïwan juste avant l'expo universelle. Et dans les rues d'Osaka, ils distribuaient des badges. Il y avait plus de 25 motifs différents de badges. Alors ça pouvait être des gobelets de thé au léopard avec marqué Taïwan, l'ours noir formosan, la panthère nébuleuse, etc. Donc des espèces endémiques. Tout ce qui est un peu symbolise Taïwan avec des concerts de musique, une ambiance pour faire un peu la pub de Taïwan, attirer la communauté internationale sur la question pas forcément politique de Taïwan, mais tout simplement que Taïwan existe indépendamment de l'autre rive et qu'ils sont les bienvenus pour visiter cette belle île. Voilà. Exactement. Il y a eu, je crois, 200 000 badges distribués en 2 jours comme ça. Donc c'était une très belle initiative. Alors il y a une vidéo qui présente ces badges d'ailleurs sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Et en faisant cette vidéo et voyant ces badges, je salivais de se dire j'aimerais bien avoir ce badge moi aussi. Enfin voilà. Je referme la parenthèse sur les cadeaux à l'effigie de Taïwan. Mais on peut peut-être enchaîner par un cadeau qui a été reçu par Alain Carlier. Un moniteur en France. Qui nous a remerciés pour le diplôme de moniteur et les cadeaux qui l'accompagnent. Et en fait, il a reçu un petit carnet et il demandait ce qui était écrit sur la couverture, en fait, puisqu'il y a plusieurs caractères chinois sur la couverture. Ah, c'était pour une réponse à un concours où Alain Carlier voilà, c'est ça, a été tiré au sort concours parmi les de gagnants. Novembre dernier, il indique. Alors, petit point d'abord sur la photo qu'il a envoyée. Les caractères sont à l'envers, donc il faut tenir le carnet dans l'autre sens. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que les carnets taïwanais s'ouvrent parfois sur la gauche, en fait, et pas sur la droite. Parce que ça se lit traditionnellement de droite à gauche. Quand c'est en colonne. Quand c'est écrit verticalement. C'est ça. Donc, le carnet est à retourner pour voir les caractères à l'endroit. Et puis ensuite, les 2 grands caractères qui sont inscrits au milieu sont Juanzhong. Donc, Juanzhong, c'est un ensemble de documents, un dossier. Ça peut être parfois pour les organisations privées ou publiques. C'est vraiment un dossier. Oui, donc au sens administratif du terme. Voilà. Si on prend les 2 caractères séparément, un Juan, c'est tout ce qui est un rouleau. De soie ou de papier. Traditionnellement, c'est sur cela qu'on écrit, qu'on calligraphie ou qu'on peint parfois même. Voilà. Et donc, on les roule pour les ranger. Et zong, c'est un mot assez complexe qui a beaucoup de sens différents. Ça peut être la famille, les ancêtres ou bien l'origine, du coup, au sens plus large. D'accord. Ça peut être un mot grammatical donc, qu'on appelle un classificateur. C'est vrai. Pour les transactions. C'est-à-dire, comme on dit, une botte de radis, par exemple, le mot botte, ça serait dans la catégorie des classificateurs. Et donc, il y a beaucoup de mots comme ça en chinois qui sont utilisés
pour dire de quelle catégorie de mots on parle. Ça peut être aussi le verbe honorer ou bien imiter, donc aussi comme on est censé honorer ou imiter la famille. Oui, Et puis, en tant qu'adjectif, ça peut vouloir dire du même nom de famille ou de la même famille. d'accord. Donc c'est un peu tout lié comme ça, mais voilà, donc c'est un dossier, donc des éléments du même type en fait, ici. Oui. Et ensuite sur les côtés, il y a plusieurs petites séries de caractères avec des espaces blancs. L'un c'est pour écrire la date, donc en année de République de Chine, puisque c'est écrit en haut Zhonghua Minguo qui est République de Chine. Ensuite il y a les mots Nian, Yue et Zhi qui sont année, mois et jour. Voilà. Donc le ça petit espace, peut- c'est à chaque fois pour mettre Le en chiffre, c'est ça, le chiffre ouais. correspondant au jour, au mois, à l'année, quoi. Donc l'année 2025, selon le calendrier de la République de Chine, c'est 114, Voilà. puisque ce calendrier commence en 1911 C'est exactement lors cela. de l'établissement de la République de Chine. Et de l'autre côté, c'est écrit Zi Di, ensuite Hao Di, Zhong. Et donc c'est pour indiquer en fait le numéro du dossier, le nom du dossier, le numéro, et puis le volet, le fichier. Voilà, donc c'est Mhm. c'est Donc, vraiment c'est pour... une imitation de pochette de documents officiels. Exactement, avec de quoi remplir les détails du dossier, Voilà. de son année, etc., son nom et son fichier, comme si on avait beaucoup de dossiers de ce type. Oui. Voilà, voilà. On espère que ça répond bien à la question d'Alain Carlier qui nous écoute en France et qui nous envoie régulièrement des rapports d'écoute bien détaillés sur les conditions de réception en ondes courtes. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, On moi, va j'ai continuer. aussi trouvé une autre question. Enfin, on en a eu plusieurs, bien évidemment. Et on en a trouvé une qui a retenu mon attention, puisque je me sens un peu concerné par une question de Jacques Augustin qu'on a reçue il y a quelque temps déjà. Et en même temps qu'un rapport de réception pour les conditions de la fin du mois de mars. Oh non, donc ça va, c'est assez récent en fait. Où le Simpo varie entre 3 et 5, donc c'est plutôt une bonne nouvelle là aussi, même si c'était pas encore avec c'était avant le changement, non pas de fréquence, mais de saison. D'accord. Donc on espère que ça va garder une bonne qualité de réception, comme vous dites. Mais la question qui m'intéressait, c'était de savoir quels sont les philosophes taïwanais à Taïwan. Est-ce qu'il y en a des célèbres? Est-ce qu'on enseigne Confucius dans le cursus des lycéens à Taïwan? Alors je disais, je me sens concerné parce que j'ai t'avais fait un une petit peu de philo. d'émissions sur oui. des philosophes aussi, il y Ça a remonte, quelques années. Ça remonte. Oh, tu écoutais déjà RTI à l'époque? Ça remonte en l'an 2007. Et c'était la toute première émission thématique que j'abordais. Ça s'appelait Pensée chinoise et j'abordais un peu les différents courants de pensée de Chine et de Taïwan et un peu l'éducation aussi à cette pensée philosophique en effet. Et puis, pourquoi cette série d'émissions? Parce que tout simplement, j'ai fait de la philo à l'université, quoi. Donc ça m'intéressait de comparer un peu tout ça. Mais alors, pour en revenir vraiment à la pensée philosophique proprement taïwanaise, pour la question de Jacques Augustin, eh bien, oui, il en existe, et non, il n'en existe pas. Voilà, une vraie réponse de philosophe. C'est vrai que Blaise Pascal disait tout le temps, ce qu'il y a de bien avec les philosophes, c'est que quand on leur pose une question, au bout de 10 minutes qu'ils nous répondent, on a déjà oublié ce qu'on leur a demandé. Et puis, ils se sont déjà contredits plusieurs fois. Et... Voilà, non, parce que c'est l'art Alors, de pourquoi tu dis l'intelligence oui et de la et réflexion. pourquoi tu dis non? Eh bien, j'allais y venir justement. Oui, il y a une pensée philosophique qui se développe à Taïwan. Non, il n'y a pas une pensée philosophique proprement ou spécifique à Taïwan. En tant que telle, enseignée comme un dogme dans la pensée philosophique. Parce que c'est plus complexe que cela, en fait. La pensée philosophique à Taïwan, elle est très diversifiée. Elle s'inspire de plusieurs courants philosophiques. On pourrait parler de penseurs indigènes avant les vagues d'immigration chinoise. Donc de manière très ancienne, mais c'était plutôt des pensées de sagesse, de vie quotidienne, transmises d'ailleurs oralement et rarement par écrit.
un peu comme le tout début avant l'écriture dans nos anciennes générations aussi, ou même dans les lieux plus Ou même quand il y reculés avait chez nous. l'écriture. Enfin, Oui, je il y avait pense déjà, que c'est sûr. Socrate n'a pas beaucoup écrit, c'est d'autres personnes qui ont écrit à son sujet, Tout à même fait. s'il est considéré comme un grand philosophe. C'est ça, c'est ça. Donc, Confucius, pareil. Les oui. fameux entretiens de Confucius, ils ne sont pas de sa plume, mais de Ni ses même disciples. oui, parfois voire même des des disciples, disciples. Tout à fait. Donc, plusieurs mais on retrouve un peu de ça à générations Taïwan. C'est plutôt des sagesses de vie quotidienne, des pensées ou on allait dire, mais au sens noble du terme, des remèdes de grand-mère, quoi. Donc, basés sur la sagesse de vie, basés sur la sagesse agricole, l'observation tout simplement, empirique. Donc ça existe. Et après, il y a eu tout un courant qui est devenu un petit peu plus intellectuel, mais au sens moins terre-à-terre, moins partir de notre expérience personnelle, mais plus dans la pensée, dans les livres. Et là, ça s'est inspiré de la pensée chinoise sous les Qing. Donc on est alors au XVIIe, XVIIIe siècle. Et il y a plusieurs pensées qui voient le jour. C'est souvent lié à Confucius et au néo-confucianisme. On va y revenir dans un court instant. Et puis ça a encore évolué à l'époque japonaise, où la philosophie zen peut-être aussi. Elle existait déjà avant, la philosophie zen, avant l'arrivée des Japonais, bien sûr. avec le bouddhisme notamment. Mais, et d'ailleurs c'est intéressant de le souligner parce que c'est très dur de distinguer un courant religieux ou un courant philosophique quand on parle du taoïsme ou du bouddhisme à Taïwan encore aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'il y a les deux qui sont en parallèle quelque part. Et ils ne sont pas à déchirer séparés entièrement l'un de l'autre, mais on peut compartimenter quand même une certaine pensée indépendante de la pratique religieuse par exemple, et vice-versa. Et puis non, avec les Japonais, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'école de Kyoto qui arrive et qui, elle, est toute ouverte à l'Occident. Et généralement, ce sont des philosophes qui veulent reprendre la pensée occidentale et souvent les philosophes des Lumières, allemands, donc énormément de Kant et de pensée liée à Kant. Donc le kantisme est très très développé par l'école de Kyoto jusqu'à Taïwan à cette époque-là en fait. C'est-à-dire l'époque japonaise, c'est quoi? C'est entre 1895 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Et puis après, peu à peu, la philosophie taïwanaise, plus à proprement parler, mais elle est contemporaine, elle est en tout cas moderne, et elle s'appuie de l'époque moderne avec le développement de la démocratisation. Et donc ce sont des contemporains qui veulent un débat philosophique croissant et de plus en plus ancré, énormément sur la pensée sociale taïwanaise et le développement de la société. C'est vrai que je pense aussi à Xie Xuehong qui était communiste. Tout à fait. Et du coup, il y a aussi une vague d'influence à travers la Chine et la Russie, en fait, aussi, Oui. de tout un courant de pensée Oui. communiste et anarchiste qui a été très vite caché ou recouvert, qui n'a pas eu beaucoup d'espace quand le gouvernement nationaliste a pris le pouvoir à Taïwan. Oui. Mais il y a aussi eu ce chemin-là d'influence à Taïwan. C'est vrai. Alors quand on parle de philosophes de renom ou très célèbres à Taïwan, on pense tout de suite à Mo Zhongshan, qui est né sur le continent chinois en 1909, mais qui a eu une grande influence à Taïwan quand il s'y est réfugié au moment justement de la révolution culturelle en fait. Et donc il s'est réfugié à Taïwan et il a été l'un des principaux représentants du néo-confucianisme contemporain et il a enseigné de longues années à l'Université nationale de Taïwan la philosophie, qui existe dans l'enseignement taïwanais, mais au niveau de l'université. Avant, il n'y a pas de cours de philosophie comme on peut avoir en France au lycée, par exemple. Il y a certaines pensées philosophiques qui sont transmises ou certains penseurs qui sont étudiés, mais pas des cours de philosophie à proprement parler. Et ils sont étudiés plutôt dans l'aspect soit littéraire, soit dans le plus jeune âge, apprendre par cœur certaines pensées de Confucius, par exemple, même s'il y en a de moins en moins par rapport depuis ce qu'on appelle le nouveau cursus du programme, donc de l'année 108 de la République de Chine, vous vous souvenez? 1911 108 plus 108 1900. Voilà, donc depuis 2009. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, 2009. Eh bien, c'est... 108, c'est 2019. 19. Ah bah vous voyez, je m'y suis planté. Je m'y perds moi aussi, avec mon chinois. Oui, 2019, nouveau programme. Moins de Confucius rabâché à apprentissage par cœur, mais plus de pensées anciennes comme
des fragments, mais pour apprendre à réfléchir par soi-même De derrière. manière plus critique aussi. Voilà. On avait Ça reste aussi encore très parlé absent. avec Charlotte Paulet dans plusieurs Oui. émissions de l'enseignement de la philosophie à Taïwan, et notamment auprès des enfants. Donc Voilà, on peut parce aussi qu'il vous manque vraiment renvoyer à cet ces esprit interviews critique. avec Charlotte Paulet, qui Oui. est l'une des personnes qui promeuvent énormément l'enseignement de la philosophie, dans le sens l'art de poser des questions. Oui. Et d'y réfléchir, plus que de chercher trouver des réponses en tout cas, mais c'est le processus de réflexion qui est le plus intéressant. Voilà. Et elle a un poste d'enseignement à l'université Yangming Chiaotong, maintenant que les deux ont fusionné. Mhm. Alors, il y a d'autres philosophes contemporains. Il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle Li Minghui, qui est pareil, il enseigne énormément, enfin, il est spécialiste du confucianisme et de la philosophie comparative. Donc, lui met beaucoup le dialogue avec le néo-kantisme et la pensée influente, justement, de la relation sociale dans le développement de la société taïwanaise. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces époques qu'il a un peu assimilées. Et généralement, quand il y a un débat philosophique, un café philo ou une grande conférence de philo qui est annoncée, il fait partie des intervenants encore aujourd'hui. Donc il enseigne dans plusieurs universités comme conférencier. D'accord. Voilà, et d'ailleurs, le mois dernier, il donnait une grande conférence sur un débat philosophique lié à Kant à l'université catholique Fujian. Donc il est vraiment très actif et très influent aussi. Il y a d'autres noms qu'on pourrait évoquer, mais j'avais envie de conclure en parlant de la première œuvre philosophique connue, en tout cas dans les registres, qui a été publiée par un certain Lin Mo-sheng en 1916. Lin Mo-sheng, on le connaît peut-être plutôt avec l'appellation en taïwanais de son nom, parce qu'il est né à Tainan sous l'époque japonaise, et il s'appelle Lin Mo-sei. Et il a écrit, donc en 1916, publié ce qu'on appelle l'œuvre de réflexion sur Wang Yangming. Et Wang Yangming, c'est un philosophe aussi de la pensée chinoise avec tout un courant de pensée. On parle souvent de Mencius, du confucianisme, mais on ne parle jamais du Yangmingisme qui existe. Et c'est pas facile à dire en français. Yangming, enfin, après, on faut rajouter un isme derrière pour le nom de cette école. C'est le Yangming Xue, en fait, en chinois. Et c'est une des principales écoles philosophiques du néo-confucianisme qui est basée sur les idées de ce philosophe qui a beaucoup étudié et qui a largement marqué son école de ce qu'on appelle l'école de l'esprit, qui a été fondée par un certain Lu Xiangshan, très vite oublié dans la pensée chinoise, et puis revenu au goût du jour parce que il fait un mélange ou une combinaison des préceptes moraux ou éthiques de Mencius, à la spontanéité du taoïsme. Et ça parle à une société assez éclectique comme à Taïwan. Du coup, il est revenu un peu au goût du jour. Et si Lin Mo-sheng l'a publié en 1916, et c'est comme un des premiers écrits que j'avais envie de conclure sur ce grand philosophe, c'est qu'il a disparu en 1947. On n'a jamais retrouvé ni son corps ni sa dépouille, mais il fait partie de ceux qui ont été dans les vagues d'arrestation de terreur blanche. On suppose qu'il est mort un certain 11 mars 1947, sans en être certain encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'espère que ça répond à la question de Jacques Augustin sur les différents penseurs, philosophes célèbres à Taïwan. En tout cas, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ça et merci à Jacques Augustin pour cette question. Il y en aurait plein d'autres à dire, mais on a d'autres aussi réponses à traiter, n'est-ce pas ? Oui, nous avions notamment une question de la part de Paul Jamet qui nous interrogeait sur les barges qu'on appelle ponts d'eau. En lien avec les attaques ou les exercices militaires chinois dont la presse étrangère a pas mal parlé ces derniers temps, puisqu'il y a eu de nouveau des exercices autour de Taïwan. Tu fais bien de dire, la presse étrangère en a parlé. Pourquoi ? On va y revenir, mais en Chine, les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux dès qu'elles sont apparues. C'est-à-dire que ça a été filmé depuis les côtes chinoises, pris en photo et filmé, et puis très vite disparu du réseau social en Chine, censure, mais toujours présent et très commenté dans les médias internationaux, surtout occidentaux. À Taïwan aussi, bien sûr, on en parle pas mal, et c'est la question de Paul Jamet, parce que c'était pas directement lié aux exercices militaires, mais voulait savoir est-ce que Taïwan en parlait, comment on voyait cela en fait. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord remonter au tout début mars, le 3 mars,
le ministre de la Défense, Wellington Koo, j'arrive jamais à dire son nom du premier coup, Koo Lee-hyong, ça fait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de civil à la tête de la défense à Taïwan, qui affirme que la Chine ne dispose pas encore des capacités de débarquement amphibie à Taïwan. Nous sommes le 3 mars, dans une discussion comme ça un peu libre avec la presse. Ces propos sont étayés, sont relayés aussi dans les médias, etc. Puis il donne quelques indices en disant quand même on se tient au courant des différentes tactiques adoptées par la Chine qui multiplient la coercition sur Taïwan, qui multiplient la guerre cognitive. Et puis moins de 10 jours après les déclarations de ce ministre, réponse ou coïncidence, je ne réponds pas parce que c'est très très dur de savoir, mais c'est difficile de savoir. Toujours est-il qu'il y a des navires de débarquement mis bout à bout qui semblent en faire en test de justement déploiement de déploiement d'un pont flottant. Ces fameuses barges, pont d'eau, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Shuiqiao. Merci, Shuiqiao. Et ne pas confondre avec les raviolis. Shuiqiao. Voilà. C'est compliqué pour une oreille pas habituée. Faut pas confondre avec dormir non plus. C'est vrai. Alors, donc c'est comme une jetée provisoire qui se déploie sur l'eau et qui pourrait permettre un débarquement amphibie, Taïwan ou pas, la réponse à chacun libre de juger, mais imaginez comme une grande jetée de plusieurs centaines de mètres de long, donc depuis les eaux profondes, vous pouvez atteindre la terre ferme en passant par une autre case que les plages accessibles. Ça peut être une côte beaucoup plus escarpée, abrupte ou moins bien protégée que les fameuses plages rouges taïwanaises qui sont mieux protégées. Donc bien sûr que la presse étrangère en parle, bien sûr qu'à Taïwan on en parle aussi. Est-ce que c'est fait visiblement directement contre Taïwan? La Chine ne le dit pas comme ça, de toute façon elle n'a pas du tout commenté ces tests, mais c'est la première fois qu'on voyait des images sur le réseau social et en public de ces fameuses barges. Il y en avait 3, dont chaque pont apparemment peut être déployé sur plus de 120 mètres de long. Donc x3, ça fait une bonne distance en effet pour pouvoir attaquer sans s'approcher des côtes, en tout cas en restant à une bonne distance. Et puis des ponts qui peuvent soutenir des chars, des troupes et d'autres matériels militaires en cas de débarquement amphibie. Alors est-ce que c'est une réponse de la Chine au ministre de la Défense qui dit on n'est pas prêt à un débarquement amphibie côté chinois? C'est une grande question. Du côté taïwanais, les médias parlent quand même avec... Oui, il y a une inquiétude de certains experts en disant c'est un nouvel atout dans le déploiement des forces militaires chinoises. Mais est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce qu'il y a aussi du bluff derrière? C'est un peu la question des agences de presse à Taïwan, des différents médias qui se disent c'est peut-être pour essayer d'alarmer tout le monde, pour faire peur à la population avec une guerre cognitive en disant finalement ils peuvent vraiment nous attaquer quand ils veulent et par où ils veulent en fait. Et le dernier volet de la réponse, c'est les derniers exercices militaires dont tu parlais, où la Chine a essayé une approche multidirectionnelle et de différents points de Taïwan par un blocus général. Est-ce qu'on est sûr que ces images soient réelles aussi? Est-ce que ce ne serait pas des images fabriquées justement pour la guerre cognitive? Alors, les images sont réelles. Les tests, est-ce que c'était juste un coup de bluff ou faire exprès aussi que les images soient diffusées? Encore une fois, ça, on ne le sait pas. Mais c'était des images réelles et des barges réelles. D'accord. Voilà. Ça, sur le modèle un peu de ce qu'on a vu en Normandie il y a quelque temps lors du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a la même idée d'un débarquement amphibie arrangé et adapté à une situation différente que d'une plage qui nous accueille à bras ouverts. D'accord. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question de Paul Jamais. Oui, qu'on remercie pour l'avoir posée. Et puis, on va vous laisser puisque nous arrivons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. C'était Florian Day et François-Xavier Boulet pour RTI. Merci de votre écoute. Au revoir, à la semaine prochaine. Hello.